partie dédiée à l'installateur étant à présent terminée, je vais maintenant vous présenter le client Airlink qui va se connecter sur le serveur que l'on vient de configurer. Ce client est la seule et unique application connue de l'utilisateur final. Elle va lui permettre d'effectuer toutes les opérations de configuration et de supervision et peut être installée sur autant de postes que nécessaire. La fenêtre de logging va prépositionner le dernier serveur sur lequel le client s'est connecté via son IP ou son nom d'hôte, le dernier login utilisé et inviter l'utilisateur à entrer son mot de passe. Voici la vue principale du client Airlink. Il s'agit d'un programme autonome et très léger. En effet, il ne nécessite pas d'installation de base de données locale pour fonctionner. Il peut être déployé en quelques secondes seulement. Il est entièrement configurable car chacun des panneaux est redimensionnable et déplaçable n'importe où dans l'application et même à l'extérieur de l'application, ce qui le rend très efficace sur des postes multi-écrans où l'on peut aisément positionner n'importe quelle information ou carte sur une deuxième ou troisième écran. Tous les paramètres modifiés au cours de l'utilisation tels que le positionnement des fenêtres, les colonnes, onglets ou encore les préférences locales sont automatiquement sauvegardés localement et restaurés au prochain lancement. Toutes les modifications de configuration effectuées sont prises en compte en temps réel et ne nécessitent pas de redémarrage ou de rafraîchissement manuel. Je vais commencer par vous présenter les 4 principales familles d'entités gérées par le système Airlink. Le menu édité que voici vous permet un accès permanent à ces 4 familles d'entités, qui sont les utilisateurs, les groupes, les dispositifs et les droits des utilisateurs. Pour chacune d'elles, un répertoire est disponible permettant de lister l'intégralité des éléments et de gérer l'affichage dans le client. Il est possible d'en créer de nouvelles, d'éditer des existantes et de les supprimer. Commençons par l'entité des utilisateurs. Les utilisateurs déclarés ici servent à la fois à se loguer sur le logiciel et à être affectés à des dispositifs sur le site. Pour retrouver aisément une personne dans la liste, il est possible d'effectuer un filtrage par mots-clés. Si je recherche par exemple Ben, pour déclarer une nouvelle personne, on clique sur le bouton Ajouter. On saisit alors les champs nom, prénom, login et mot de passe. Optionnellement, on ajoute une photo et un matricule. On
constate ici que les droits utilisés sont les droits par défaut. Nous allons en profiter pour nous loguer avec ce nouveau login. Nous avons vu comment créer un nouvel utilisateur qui nous a servi à nous loguer. Pour savoir ce qu'il est possible de faire sur le système avec ce nouvel utilisateur, nous allons introduire une nouvelle notion, les droits des utilisateurs. Les éléments présents dans cette liste représentent un profil de droit applicable aux utilisateurs du client. En l'occurrence ici, nous sommes logués en tant que Nicolas Guttig. Nous avons vu précédemment que les droits affectés étaient les droits par défaut. Si l'on édite un profil, on constate que les droits sont classés par catégorie. Les droits d'édition des différentes entités, les droits d'affichage, et enfin les droits d'action sur les dispositifs distants. Pour l'exemple, on va maintenant ajouter un nouveau profil de droit que l'on va appliquer à Nicolas Guttig. Par exemple, on va créer tous les droits sauf édition des utilisateurs. Pour cela, nous allons décocher édition des utilisateurs et valider. Nous allons maintenant voir si le nouveau profil de droit est bien appliqué. En effet, il est impossible d'éditer un utilisateur à présent. Le type d'entité suivant que nous allons introduire est le type dispositif. De manière générique, on désigne par dispositif tout appareil distant que l'on va pouvoir générer avec le système. Pour cette première version, seules les radios DMR sont implémentées. Il s'agira donc exclusivement de dispositifs de type radio DMR. Si l'on en édite une, on va donc retrouver les paramètres spécifiques à une radio DMR, tels que son identifiant radio, ses paramètres de configuration GPS, sa configuration de télémétrie. Les portatifs sont auto-détectés, ce qui veut dire qu'il suffit que n'importe quelle activité soit détectée sur le dispositif pour qu'il apparaisse dans la liste des dispositifs. En l'occurrence, je dispose dans ma main d'une radio avec l'identifiant 3. Vous constaterez que cette radio n'est pas présente dans la liste des dispositifs. Il me suffit alors de presser le PTT pour la voir apparaître. Et elle est ainsi intégrée au parc radio. En
plus de l'autodétection, il reste possible de déclarer manuellement des radios si par exemple on ne dispose pas immédiatement du matériel et que l'on souhaite préconfigurer la solution. Lors de l'autodécouverte ou de la création manuelle, une configuration par défaut est appliquée au dispositif. Il est possible d'éditer ces paramètres. Ils seront alors appliqués à toutes les nouvelles radios détectées ou créées. Le prochain type d'entité à présenter est le type groupe. Les groupes sont à la fois des entités logiques permettant de regrouper les dispositifs radio au niveau de l'affichage, mais également les groupes effectifs sur le réseau radio. Cette association est opérée grâce à l'identifiant de groupe. Les groupes sont également autodétectés et ajoutés au système lorsqu'ils sont utilisés. Par exemple, le groupe 3 n'existe pas dans le système, avec ma radio 3, je vais effectuer un appel vocal sur le groupe 3. On constate qu'il apparaît dans ma liste de groupes et est immédiatement utilisable. Que ce soit après une autodécouverte ou une création, on peut modifier le nom du groupe, et affecter des membres si l'on souhaite.